Bonsoir à tous, c'est la dernière table ronde de la journée qui va aborder des sujets éminemment transversaux puisqu'il s'agit des conditions indispensables pour mettre une start-up sur la voie du succès. Donc les jeunes docteurs, les jeunes chercheurs ou les chercheurs, les jeunes diplômés qui veulent porter un projet d'entreprise ou qui viennent à peine de se lancer vont pouvoir avoir 4 témoignages sur le plateau aujourd'hui. On va aborder 4 sujets, en fait, essentiellement, parce qu'il y a 4 sujets qui sont importants. Il y en a plein d'autres, mais la science, la technologie, le marché, l'approche des marchés, l'équipe et ceux qui portent l'ambition du projet. Et enfin, sans doute peut-être un des sujets les plus importants, le financement, les sous. Voilà, ce sont 4 conditions indispensables. Donc pendant l'heure qui vient, nous allons aborder ces sujets avec les intervenants, à qui je vais demander de se présenter à tour de rôle. Vanessa Mallier, partenaire associé de Kurma Partners. Vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que fait Kurma? Bonjour à tous, Vanessa Mallier, je suis partenaire chez Kurma. Kurma, c'est un fonds de capital risque basé à Paris. On a un petit bureau aussi à Munich et on investit uniquement en santé, à la fois sur un axe biotech et sur un axe diagnostic santé digitale, sur l'ensemble de l'Europe. Et j'ai eu le plaisir de travailler de manière très proche avec Maëlys et ses équipes sur l'aventure Corlive depuis 2015. Voilà. Tout à fait. Tout à l'heure, Christophe Mull a témoigné, il est cofondateur de Corlive, chercheur. Et la société qui a été créée en 2019 a été vendue 250 millions d'euros le 22 juin dernier. Une date à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la valorisation et du transfert en France parce que ce n'est pas très souvent que ça arrive. Voilà, deuxième témoin de notre plateau, vous le connaissez déjà bien. C'est un peu la star du jour puisqu'il est parrain de cette édition. Alors la star, c'est Trifrog. Donc Jean-Luc Treilloux, est-ce que vous pouvez vous représenter à nouveau et dire qui vous êtes? Eh bien, je suis toujours Jean-Luc Treilloux, je suis cofondateur et président du conseil d'administration de Trifrog Therapeutics, une société qui développe des thérapies cellulaires avec une techno qui a été inventée et accompagnée dans l'écosystème. Merci Jean-Luc. Vous me direz qu'il y en a que pour la santé, mais non. On a un témoin, Nicolas. Merci de nous avoir rejoints. Nicolas Rabot. Donc vous êtes CEO fondateur de la jeune pousse Luos, qui est plutôt dans l'informatique. Alors sur votre site web, j'ai pu lire la nouvelle façon de penser, créer, maintenir et faire évoluer les systèmes embarqués. Donc en 2 minutes, en fait, qui êtes-vous? Donc oui, je m'appelle Nicolas Rabot. Alors chez Luos, en fait, on développe une nouvelle méthodologie qui permet de conceptualiser des produits hardware et notamment des produits électroniques avec une méthode qui est très proche de la conception des sites web, donc on appelle microservices. Et donc l'idée, c'est de pouvoir compartimenter une machine en petits sous-ensembles qui vont être facilement réutilisables dans n'importe quel type de machine. Donc ça va permettre d'accélérer le développement et de plus tard rationaliser l'exploitation. Et dans le futur, on l'espère, pouvoir simplifier énormément et dérisquer énormément le développement de produits hardware. D'accord, merci Nicolas. Pour finir, quelqu'un que je connais bien, puisque c'est la présidente de la SAT Aquitaine où je travaille en tant que directeur marketing, Maëlys Chussot. Donc, pour accompagner tous ces projets, il faut des gens qui comprennent ces projets, qui sachent les accompagner très tôt dans l'écosystème. Alors aujourd'hui, on est tous présents. Hein. Il y a la SAT, il y a nous, il y a les incubateurs aussi des autres entités comme INRIA, il y a les technopoles. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, c'est quoi le métier de la SAT ? Bonjour à tous, donc Maëlys Chussot, je suis la présidente donc, de la SAT et son métier c'est de faire le rapprochement entre les résultats des chercheurs, les résultats scientifiques et les besoins du monde socio-économique afin de pouvoir transformer ces résultats en produits, services ou procédés. Et on est effectivement on a 3 métiers. On peut financer, on peut accompagner et ensuite on va également faire en sorte de transférer ces projets vers le monde socio-économique. Merci. Le premier sujet, je dirais c'est le plus important, puisque s'il n'y avait pas l'université, le CNRS, l'INSERM et tous ceux où il y a les chercheurs, en fait, hein, ceux qui ont la matière grise, il n'y aurait pas d'innovation, c'est aussi bête que ça. Mais il y a des questions, en fait, quand on parle d'innovation, des questions qui se posent, c'est comment on sait que la technologie qu'on a sous les yeux, parce que c'est bien souvent quelque chose que les chercheurs n'ont pas en tête, comment est-ce qu'on peut voir qu'il y a une solution qui résoudra un problème qui se pose? Comment on sait que cette technologie, cette innovation a du potentiel
potentiel. Comment on fait pour le savoir? J'ai envie de commencer par Jean-Luc. Comment ça s'est passé pour Trifrog? Alors pour Trifrog, je peux vous apporter qu'une réponse partielle, puisque moi je suis plutôt un entrepreneur qui a rejoint les deux chercheurs pour créer la société. Je crois que l'histoire de Trifrog, c'est l'histoire de deux scientifiques de haut niveau qui joignent leur savoir-faire pour être à une espèce d'interface qui là délivre une solution absolument unique. Et comment ils s'en rendent compte? Déjà, ils ont une connaissance du problème qu'ils doivent régler qui est assez forte. Et après, une expérimentation, on va dire de manière itérative, leur prouve sur des faits qu'il y a plus de croissance cellulaire, il y a moins de mortalité, il y a certainement plus de reproductibilité. Et je pense que ce qui fait la différence côté Trifrog, c'est que très en amont, les deux chercheurs, Kevin et Maxime, pensent long terme en termes d'industrialisation. C'est-à-dire qu'ils ne se satisfont pas d'avoir une techno qui fonctionne, ils se demandent comment elle va être robuste, y compris à échelle industrielle. Et je crois que ça fait une grosse différence. Merci Jean-Luc. J'ai envie de continuer avec l'autre entrepreneur sur le plateau, Nicolas. Nicolas, comment tu as su que ta technologie, ça fait 14 ans, tu as travaillé dessus pendant 14 ans, tu m'avais dit en préparant la table ronde. Comment tu t'es dit, il y a quelque chose à faire, il y a du potentiel? Alors en réalité, moi, mon expérience est un peu différente, puisqu'en fait, effectivement, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là il y a maintenant 14 ans. Au début, je faisais ça dans ma cuisine, un peu tout seul. Et en fait, j'ai commencé à travailler là-dessus parce que tout simplement, c'était dans ma vie professionnelle un réel problème pour moi. Qu'est-ce que tu faisais exactement? Alors en fait, à la base, moi, je suis ingénieur en système embarqué, donc les gens qui font des cartes électroniques et le logiciel qui va sur ces cartes électroniques. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation où, dans mon travail, je passais mon temps à refaire tout le temps les mêmes choses et à refaire ce que mes collègues avaient fait l'année d'avant, parce qu'en fait, on n'arrive pas à réutiliser les choses dans cet environnement-là. Et du coup, j'ai constaté vraiment ce problème-là de façon universelle dans tous les ingénieurs système embarqué. Et du coup, j'ai commencé à développer des méthodologies et des technologies qui permettraient de passer à l'échelle et de pouvoir permettre à ces ingénieurs de partager leurs travaux les uns avec les autres et de pouvoir réutiliser le travail des autres. Et donc ça passe par des artifices techniques, j'ai envie de dire, qui permettent de mettre en œuvre une technologie et une méthodologie vraiment dans le projet. Et en fait, au début, c'était très balbutiant et j'ai fait commencer mes recherches comme ça. Et c'est seulement plus tard où en fait j'ai été repéré par certains chercheurs à l'INRIA. Et donc je suis allé à l'INRIA pour perpétuer un petit peu mes recherches. Et puis maintenant, c'est devenu une entreprise naturellement parce qu'en fait, c'était un besoin réel du marché. Et en fait, je suis le premier utilisateur de ma technologie. Et c'est comme ça en fait que j'ai su qu'il y avait un réel besoin. C'est parce que moi-même, j'ai senti ce besoin et je l'ai senti chez tous mes collègues à l'époque. Et du coup, c'est en fait en voyant le retour de mes collègues face à mon travail que je me suis dit, OK, il y a réellement quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai tenu pendant 14 ans à vraiment pousser ce truc-là et à être un peu borné sur ces idées-là pour essayer de mener ce projet à bien. Oui, on voit bien que ça vient de ton expertise, que tu t'es dit, je peux en faire quelque chose. Comme disait tout à l'heure Emmanuel Cuny, premier utilisateur de sa propre techno. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Vanessa, côté investisseur, alors donc pour parler de Corlive, Kurma Partners a détecté très tôt en fait la technologie de Christophe Mull et Valérie Crépel. Et comment vous faites pour détecter en tant qu'investisseur, pour détecter, vous voyez une techno, vous n'êtes pas chercheur, et vous dites tiens, il y a du potentiel, il y a quelque chose à faire. Ouais. Alors bon, on est plus du tout des chercheurs, mais on l'a tous été à un moment, pas longtemps, mais on l'a tous été. Mais c'est probablement la question la plus difficile et il n'y a pas de réponse en fait. Et je pense que Nicolas, tu as dit quelque chose de très vrai, c'est le retour qui petit à petit fait construire la confiance qu'il y a peut-être quelque chose d'unique. On adorerait avoir un cahier des charges qui définisse ce qui va être un bon projet pour nous, ça serait hyper simple. La réalité, c'est que moi, la semaine dernière, j'ai rencontré 3 chercheurs, demain, je vais en rencontrer 3, la semaine prochaine, je vais en rencontrer 4. Et je vais investir dans une société cette année pour un projet de maturation. Donc, c'est un travail, je dis bonjour à Christophe, c'est un travail hasardeux et à un moment, pour des critères qui sont évidemment aussi subjectifs, on va se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose de spécial.
Alors peut-être quelque chose de spécial, ça va être la technologie incroyable qui est disruptive. On a été investisseur dans DNA Script, vous en avez peut-être vu dans la presse. Bon, bah, c'est un peu le même genre de disruption que je souhaite à Trifrog. C'est le même, c'est une autre techno, mais voilà. C'est un sujet plus de prod, mais qui change complètement la manière d'envisager une problématique. Et puis sur nous, nos sujets qui sont plutôt des sujets médicamenteux comme les T-Core-Live, c'est l'association de chercheurs d'excellente réputation, parce que c'est clé pour construire un projet, d'un besoin médical extrêmement fort, et puis de quelque chose d'unique. Il faut qu'il y ait quelque chose d'unique. Alors nous, dans notre cas, c'était l'unicité, c'était la plateforme de screening ex vivo, mais on n'arrive pas, on n'est pas sorti du bureau de Christophe, qui n'était pas ce joli bureau, qui était ailleurs, en se disant « Ah, on a un truc extraordinaire ». Ça s'est construit, la confiance, sur des années d'itération, où petit à petit, on s'est dit de plus en plus « Ah, il y a vraiment quelque chose de spécial sur ce projet ». Donc, il n'y a pas de miracle, il faut s'exposer aux autres. Je crois que c'est la clé pour essayer de détecter si vraiment on a une unicité ou pas. Merci Vanessa. Maëlys, je connais un peu le métier aussi maintenant. Mais alors vous, votre métier, c'est d'être au contact des chercheurs avec toute l'équipe de la SAT pour détecter et valoriser les inventions. Et comment fait-on pour les aider, donc les chercheurs, à envisager une innovation à travers les résultats de leurs recherches? En fait, pour compléter ce qui a déjà été très bien dit, je pense que nous, on va avoir une première étape pour sécuriser. Et ce qui va nous intéresser, c'est sécuriser le fait qu'on va pouvoir raconter une histoire. Et c'est assez intéressant par rapport à ce que tu dis, Vanessa, ou ce que vous avez dit également. C'est effectivement, est-ce qu'on va se donner les moyens de raconter une histoire? Et raconter une histoire, c'est vrai qu'il va y avoir une première étape, c'est de vérifier dans l'état de l'art la possibilité de protéger la barrière concurrentielle que peut représenter le résultat scientifique. Parce que, on le sait tous, c'est ce qui va permettre, notamment dans le cadre des startups, de pouvoir rassurer ensuite les financiers, de rassurer aussi des interlocuteurs quant à la qualité finalement de cette barrière à l'entrée. Donc ça, c'est un des points sur lesquels nous, on va attacher beaucoup d'importance. Et après, on va très rapidement, pour pouvoir sécuriser finalement cette barrière à l'entrée, il y a tout un tas d'autres aspects du projet que l'on va regarder à côté et avec le chercheur pour pouvoir effectivement faire en sorte que l'histoire se raconte. Très bien, merci. Il y a une question qui revient systématiquement quand on parle aux chercheurs, aux jeunes docteurs, aux doctorants, aux chercheurs plus expérimentés, quand ils vont vers l'innovation, c'est « et le brevet ?» Et moi, il y a une question qui me taraude, pour avoir été entrepreneur sans brevet il y a longtemps. Mais est-ce que c'est indispensable de breveter sa technologie? Est-ce que ça donne vraiment du potentiel aux produits qu'on veut mettre sur le marché ou aux procédés qu'on veut mettre sur le marché? Qui veut répondre? Nicolas? Alors nous, on a une approche sur ces aspects propriété intellectuelle qui est assez particulier et je pense qu'il est aussi lié au domaine dans lequel on est. Puisque nous, en fait, on protège par deux biais différents notre technologie. Donc effectivement, on a un brevet. Mais dans le monde du logiciel, on ne peut pas breveter un logiciel en tant que tel, c'est le procédé qu'on va pouvoir breveter. Et donc, en fait, le code source en tant que tel, lui, n'est pas protégé. En fait, du coup, notre technologie et le procédé est protégé par le brevet. Et après, on a mis tout notre code source en open, qui en fait nous permet de protéger un petit peu nos sources, parce que du coup, en disant à tout le monde, c'est moi qui ai fait ça, bah, en fait, personne ne peut vraiment reprendre ce qu'on fait, puisque c'est bien nous qui l'avons fait. Donc, personne ne peut réutiliser notre code source sans nous mentionner dedans. Donc, on a vraiment protégé notre technologie par ces deux biais-là. Et ça, je pense que c'est vraiment lié à notre domaine à nous, puisque nous, on développe des outils pour les développeurs. Et donc, notre go-to-market nécessite d'ouvrir notre code source pour que finalement, on soit connu auprès des développeurs et que finalement, notre solution vraiment prenne sur le marché. Donc voilà, c'est une approche un peu particulière, mais nous, on fait vraiment ces deux choses-là. Et en réalité, d'un point de vue de protection, la partie ouvrir open source de notre technologie nous protège probablement beaucoup mieux que la partie brevet dans notre cas. Mais par contre, on utilise vraiment la partie brevet pour valoriser notre technologie auprès des financeurs publics et également des investisseurs. Comment ça, vous utilisez les brevets?
En fait, de notre point de vue, c'est un argument qui est très valorisé pour tout ce qui est financement. Et nous, ça nous est déjà arrivé, par exemple, de se voir refuser certains financements parce que notre stratégie en propriété intellectuelle n'était pas assez bien établie, et notamment d'un point de vue brevet. D'accord. Par contre, utiliser des terres de confiance en fait en mettant vos codes en open source, c'est la blockchain avant l'heure, un petit peu. Alors, on fait aussi d'autres choses avec la blockchain, mais effectivement, pour le code source, c'est un peu l'idée, et c'est des choses qui existent depuis très longtemps, hein, mais qui, en fait, sur notre marché à nous, sont vraiment indispensables. D'accord. Mélisse, vous vouliez dire quelque chose sur les brevets? Oui, Leur en fait, importance. non, c'est surtout, tout dépend, tout dépend de finalement le résultat scientifique et le marché auquel il est destiné. Et effectivement, la tactique peut varier et le brevet n'est pas le seul outil. Il peut y avoir parfois du secret. Une recette, hein, Coca-Cola, on ne sait toujours pas la recette définitive de Coca-Cola, personne ne la connaît. Donc la méthode du secret est une autre façon de protéger. Et effectivement, ensuite, il y a tout ce qui relève aujourd'hui du droit d'auteur, comme les bases de données, les logiciels, qui sont aussi d'autres outils de protection. Et finalement, ça va être souvent lié à la stratégie qu'il va falloir mener et l'histoire qu'on va raconter pour pouvoir atteindre le marché, qui va aussi un peu déterminer la façon dont on va protéger au départ le résultat scientifique. En biotech, c'est assez indispensable et c'est lié à la structure du marché. L'industrie pharma, pour ceux qui sont les plus âgés, il y a une trentaine d'années, c'était une industrie totalement verticale. Et aujourd'hui, c'est une industrie totalement fragmentée. Et ce n'est pas les méchants pharma qui ont décidé de se désengager de la recherche. Ça, c'est un peu une vision simpliste. C'est lié à l'explosion des technologies. Il y a 30 ans, la pharma, c'était des petites molécules et puis un peu de recombinant protéines qui voyaient le bout de son nez. Aujourd'hui, on a 7 technologies. C'est totalement impossible pour une pharma, ou peut-être même 8. Enfin, bon, on a les anticorps, les peptides, les recombinantes, la thérapie cellulaire, les oligonucléotides, la thérapie génique, les mRNA. On en a beaucoup entendu parler là avec Moderna et Biotech. Donc, c'est impossible pour une pharma qui va se dire « moi, je veux être forte en oncologie et sur cette cible » de prévoir a priori quelle est la technologie qui va être la plus pertinente. C'est juste, c'est une matrice et opérationnellement, c'est pas faisable d'avoir les compétences sur les deux matrices. Donc, ça a amené, et c'est pérenne comme changement, l'industrie à se structurer en biotech, qui vont être facteurs de cette innovation et qui passent le flambeau quand on arrive en phase 2, en phase 3. Dans des programmes de développement où pour développer un médicament et l'amener sur le marché, c'est à peu près 700 millions, 800 millions. Hein, c'est ça l'ordre de grandeur. Donc, ce passage, ce partenariat qui est maintenant structurellement inhérent au développement d'un médicament, pour qu'il ait une valeur marchande, il faut qu'il s'appuie sur quelque chose. Et dans une structure où les gens vont changer parce que les compétences vont changer, nous, on peut s'appuyer assez peu sur le secret. Et donc, l'IP, elle est essentielle chez nous. Vraiment, avoir un partenariat ou une acquisition sans une IP forte, ça va forcément se ressentir de manière très, très forte sur l'attractivité du sujet. Et ayant dit ça, l'IP, ça se construit. On ne voit pas un projet où il n'y a pas des faiblesses d'IP et on travaille avec les chercheurs, la SAT, les entrepreneurs pour les renforcer. Donc il n'y a pas de catastrophe. Enfin, ça peut arriver, mais bon, on construit au fur et à mesure l'histoire, comme tu disais, Maëlys. IP, pour ceux qui ne savent pas, c'est Oui, c'est les brevets, pardon. C'est Intellectual property. Intellectual property. ouais, c'est propriété intellectuelle. Alors Jean-Luc, donc Trifrog, alors l'importance des brevets dans le potentiel évalué de Trifrog, on l'a vu, très important manifestement. Très important, et Vanessa a tout dit, je ne sais pas trop quoi ajouter, donc peut-être faire un focus sur Trifrog. Il est clair que possédant une technologie, la capacité à la fois de la protéger, mais aussi, et ça peut paraître paradoxal, de l'exposer. Parce que si l'enjeu de l'entreprise, c'est de se dire que notre ambition, c'est qu'à 10 ans, 15 ans, aucune thérapie cellulaire n'échappera à notre techno parce qu'elle garantit à la fois plus de quantité, plus de qualité génomique et des coûts divisés par un facteur important,
eh bien, il y a quelque part une phase d'évangélisation où on va être obligé d'exposer sa techno à des tiers. Donc, avant d'exposer son flanc, faut aussi mettre en place une armure. Donc, c'est très, très, très important. Mais finalement, s'exposer sera très important aussi. Donc, il y a une espèce de balancier entre avant la guerre, la construction du brevet, et puis l'exposition qui est inhérente au modèle économique. Je me permets, Jean-Luc, effectivement, d'apporter une précision concernant le projet de Kevin et Maxime, et notamment au démarrage, pour vous dire, effectivement, et notamment à tous les chercheurs et les doctorants qui nous écoutent, comment ça s'est passé. En fait, il y a eu des financements, y compris de l'ANR, des préfinancements du CNRS de l'IDEX de Bordeaux, qui ont permis de poser les jalons, finalement, de la preuve scientifique de l'idée de Kevin et Maxime et de poser des brevets. On a déposé 7 brevets et Trifrog n'en a pris que 6 sur les 7 au moment de leur création. Mais la première étape, avant même que la SAT intervienne, ou en parallèle de la SAT, puisque nous, on a protégé la propriété intellectuelle, il y a eu des financements qui ont permis de consolider et de vérifier finalement les premières preuves scientifiques de ce qui est devenu ensuite l'histoire Trifrog. Merci beaucoup. Donc, premier atout pour réussir, c'est la science, la technologie et sa protection, en tout cas sa protection au bon moment, à juste titre, et si c'est justifié. Il y a le deuxième élément que je voudrais aborder avec vous, c'est le marché. Donc, il y a la plateforme CB Insights, donc, qui publie régulièrement en fait, une analyse post-mortem de l'échec des startups dans le monde. Donc, ils prennent un panel de 100 startups et ils regardent c'est quoi les raisons d'échec. La deuxième raison qui fait qu'une start-up échoue, que les startups échouent, c'est tout ce qui a trait au marché et à l'approche des marchés. Donc c'est un point qui est extrêmement important. Donc là, je me tourne à nouveau vers les entrepreneurs. Comment fait-on pour dimensionner son marché et comment on fait pour ne pas faire fausse route? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense, Nicolas, justement, je suis allé sur votre site, j'ai beaucoup regardé votre site, et j'ai vu Think globally, act locally. Donc ça, on sait que c'est une maxime qui est très très connue quand on fait du marketing en tout cas. Donc j'imagine que vous avez fait ce travail préliminaire d'identifier clairement ce qu'était votre proposition de valeur. Est-ce que vous alliez mettre sur le marché? Alors tout à fait, effectivement, il y a une proposition de valeur, mais la proposition de valeur, c'est quelque chose qui, en tout cas chez nous, se travaille continuellement. Et on est continuellement au contact de nos utilisateurs pour essayer de comprendre comment démocratiser notre discours et notre technologie auprès des personnes, puisque là, nous, on est sur un sujet très exploratoire où on développe des choses qui sont uniques au monde et personne ne fait comme nous. Et donc, du coup, on a une nécessité très particulière de réussir à démocratiser et à expliquer ce qu'on fait. Et en fait, notre proposition de valeur passe énormément par là. C'est quels sont les bons mots, quels sont les bons parallèles, comment est-ce qu'on peut comparer un petit peu ce qu'on fait avec des choses qui existent autre part dans le monde. Et voilà, c'est essayer de trouver un petit peu tous ces mécanismes-là qui vont permettre de définir notre proposition de valeur. Et cette proposition de valeur, on la fait évoluer continuellement au gré de nos expérimentations auprès des utilisateurs. Donc pas d'études de marché? Alors, études de marché, on en a fait. C'est très compliqué quand on parle d'un sujet sur lequel on est sur un marché qui n'existe pas encore, ce qui est complètement notre cas. Et à chaque fois qu'on a fait des études de marché, l'étude de marché tapait un petit peu à côté de notre marché réel et on a fini par pas du tout utiliser ces résultats-là. C'est quand même des choses qui sont intéressantes parce que ça permet de poser des chiffres sur des parties du spectre qu'on vient explorer, mais on n'arrive pas à avoir une réponse précise. Et la meilleure réponse aujourd'hui que nous, on arrive à trouver, c'est vraiment en se construisant une image nous-mêmes de notre marché et en essayant de travailler des discours et de discuter avec des gens. Et on explore, on fait de la science finalement face aux utilisateurs, où on vient faire différents tests, on vient expliquer notre technologie avec différentes méthodologies, avec différentes manières, pardon. Et puis on voit ce qui prend, on voit ce qui prend pas, et on fait toujours évoluer le discours comme ça. Oui, c'est pour ça. Vous avez besoin d'évangéliser le marché à ce qui va devenir on espère, en tout cas, une méthodologie adoptée dans le monde entier. Tout à fait. Et c'est aussi probablement pour ça qu'on nous qualifie, nous, de deep tech. C'est parce qu'on est en train de vraiment d'explorer un marché. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que la deep tech, c'est souvent des choses qui sont très liées à tout ce qui est médical. Et nous, en fait, on rentre un petit peu là-dedans parce qu'on a des stratégies go-to-market qui sont extrêmement longues, dans le sens où il va falloir justement démocratiser cette technologie-là et former un petit peu tout l'écosystème et notre marché cible
à cette nouvelle approche. Et donc, en fait, nos go-to-market sont extrêmement longs, comme ce qu'on peut trouver dans le médical. Et puis, c'est aussi une technologie qui implique tout un tas d'effets et qui est vraiment enfoui dans les procédés de développement. Et c'est pour ça aussi que c'est des choses qui sont assez particulières. Mais dans le monde du logiciel, je pense qu'on a moins de sociétés du logiciel qui font du deep tech que ce qu'on peut avoir quand on fait du médical ou des choses comme ça, par exemple. Oui, merci. Donc, vous voulez démocratiser les méthodologies pour mieux concevoir et pas réinventer l'eau chaude en fait, sur les systèmes embarqués. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, pour démocratiser les thérapies cellulaires, du coup, comment vous avez fait pour cerner les marchés? Parce que vous pouvez soigner tout. Alors, je rejoins Nicolas et d'ailleurs Max et Kevin, mes 2 cofondateurs, m'ont raconté une anecdote, c'est que la première étude de marché a conclu qu'il n'y avait pas de marché. C'est un peu comme dans les référendums, la réponse qu'on obtient, ça dépend beaucoup de la question qu'on pose. Je crois que cette compréhension du marché, il faut mixer plusieurs choses. Il faut mixer effectivement des éléments quantitatifs et qualitatifs qui nous montrent que quelque chose est en train de se passer, mais peut-être que le marché qu'on vise n'est que quelque chose qui est en train d'émerger, voire quelque chose qui est en train de muter. Je crois qu'il ne faut pas oublier, comment dire ça, le bon sens qu'on peut avoir à capter que des signaux faibles sont en train de faire émerger quelque chose. C'était ce qui se passait avec Kevin et Maxime, où en fait il y avait des signaux faibles sur des nouveaux outils à l'échelle cellulaire et des besoins non satisfaits. Mais quand on posait la question de manière structurée, quelle est la taille de ce marché, bah la réponse c'était pas grand-chose, voire rien. Donc ça a été... et là, il faut du courage, parce qu'il faut du courage pour financer ces boîtes-là, où on est capable, versus technologie existante, de montrer des gros plus. Oui, mais quel est l'applicatif? Et là, il peut y avoir une petite vallée de la mort, un petit désert intellectuel qu'il faut savoir traverser avec du courage, de l'argent et des convictions. C'est un peu ce qui s'est passé, je pense. Oui, effectivement, notamment la SAT a financé une étude de marché à hauteur de 120 000 euros pour arriver à positionner, et on était vraiment sur du positionnement prospectif, et essayer de déterminer finalement comment on pourrait raconter l'histoire de manière à ce que effectivement le démarrage de l'entreprise puisse se faire avec une argumentation de positionnement sur certains segments de marché et au regard des preuves de concept qui avaient pu être réalisées. Et dans votre domaine, Vanessa, est-ce qu'il y a vraiment des études de marché? Parce que les besoins cliniques et ce dont le patient a besoin, on sait, est-ce que c'est vital? Non, nous, on ne fait pas du tout appel à des études de marché parce qu'elles sont toujours beaucoup trop généralistes et donc elles vont conclure souvent qu'il n'y a pas de marché. Donc, ce qu'on fait, c'est très qualitatif, mais c'est notre première étape après la science. Hein. C'est vraiment, on passe beaucoup de temps avec les médecins qui traitent la pathologie, ou si on est sur une plateforme, on va appeler, dans le cas de DNA Script, on avait appelé les Moderna, les Regenex, les Lonza, donc des gros mastodontes de production pour essayer de comprendre s'ils avaient une technologie qui permettrait de résoudre ce problème spécifiquement, ça ouvrait quel type de marché? C'est ça, là, il faut poser correctement la question. Sur le médicament, c'est finalement assez simple. Hein, c'est parler aux médecins, comprendre quel est le problème qu'ils ont aujourd'hui avec leurs patients, comprendre si le mécanisme d'action qu'on apporte, il a le potentiel de résoudre le besoin médical tel qu'il est décrit par le médecin. On voit des tas de projets où finalement le projet de médicament va être assez annexe sur la réalité médicale de la pathologie. Donc on ne va pas avoir un besoin, on ne va pas avoir un service médical rendu qui sera important. Et puis après, un petit peu de bon sens. Avoir un marché, c'est aussi avoir un produit. Donc quand on voit des projets avec des injections intratécales pour des projets où il y a déjà des petites molécules, évidemment, on ferme rapidement le dossier. Alors qu'il y a des projets avec des injections intratécales qui peuvent être pertinents parce que dans cette pathologie, il n'y a strictement rien, parce qu'il n'y aura jamais une approche systémique orale. Donc,
C'est comprendre quel est le produit et est-ce qu'il répond à un besoin et est-ce qu'il ne sera pas déplacé très rapidement par une solution plus simple, plus accessible, moins chère, plus acceptable pour le patient. Merci Vanessa. Donc pas d'études de marché, hein, tant pis, je suis au chômage. Donc, Maëlys, est-ce que c'est facile d'expliquer aux chercheurs le go-to-market, la proposition de valeur, voire peut-être de devoir les aiguiller sur une offre à laquelle ils n'avaient pas pensé initialement avec leurs résultats de recherche? C'est certainement la partie la plus passionnante de notre métier, parce que je pense qu'un chercheur, par principe, souvent, il voit l'utilité sociétale de sa recherche. Je pense que voilà, en général, les chercheurs, vous accordez beaucoup de sens finalement à vos travaux de recherche et de place dans la société de ces travaux de recherche. Et donc, il faut qu'on arrive à effectivement travailler avec vous pour vous amener sur effectivement l'usage. Et une fois même qu'on a identifié potentiellement l'usage, c'est d'expliquer effectivement que cet usage, il doit être viable pour les acteurs. À la fois l'utilisateur final, il faut qu'il ait un acte d'achat et il faut que l'exploitant, celui qui va recevoir la technologie, qui va la développer, il faut qu'il arrive à s'y retrouver d'un point de vue économique parce que effectivement, il doit développer lui aussi son activité, l'industrialiser. Est-ce que ça va être faisable? Est-ce qu'au niveau réglementaire, ça va être accessible? Et il y a tout un tas de questions auxquelles on va être confronté très rapidement. Et souvent, nous, on utilise un mixte en fait. Là c'est pareil, il n'y a pas de réponse. Ce qu'on va essayer de trouver, c'est la première application accessible à un prix économiquement acceptable pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et soit on va faire des interrogations auprès d'experts, souvent dans le monde entier. Et là, on va à nouveau se servir de ça comme un relais pour trouver finalement des personnalités qui ont envie de s'intéresser pour raconter l'histoire. Et ça peut être la bonne personne au bon endroit au bon moment. Et là, l'histoire va se raconter. Et puis parfois, effectivement, on va aller sur des choses beaucoup plus ciblées pour aller analyser la chaîne de valeur parce qu'on a déjà identifié et on va aller chercher finalement est-ce qu'il y a des écueils et quels sont les verrous qu'on peut lever pendant la phase de preuve de concept de la phase de la maturation pour essayer de rassurer finalement l'acteur qui ensuite va faire le reste du développement pour atteindre le marché. Donc c'est variable. Et parfois, effectivement, je peux donner l'exemple de la société Irisium que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent, qui est une société qui développe un laser pour des applications de détatouage. Mais au départ, c'est un laseriste. Donc un laser, ça peut faire plein de choses. Donc on aurait pu partir sur une application dans l'environnement. Et en fait, on a trouvé qu'il y avait un besoin non rempli qui était personne n'a de solution pour détatouer. Et ce laser permet effectivement d'amener une solution athermique et qui évite effectivement les brûlures et qui va bien exposer le pigment du tatouage et donc du coup d'apporter une solution. Et du coup, on a suggéré effectivement à cette société de s'orienter vers ce premier marché, quitte à ce que peut-être plus tard, avec sa compétence lasériste, elle aille sur d'autres marchés. Mais de commencer déjà par ce marché-là, sur lequel effectivement il y avait une possibilité de trouver du développement. Très bien, je vous remercie. Donc on a bien vu, donc, tout ce qui a trait au marché, c'est absolument indispensable à traiter. Par contre, il n'y a pas qu'une seule voie, la fameuse étude de marché dont tout le monde parle tout le temps, il y a plein de façons différentes d'adresser ce qui sera son futur marché. Je vous propose de passer au troisième élément. On a parlé de la science, on a parlé de l'approche marché. Troisième élément indispensable et capital dans la réussite d'entreprise, c'est l'équipe, évidemment, et l'ambition qu'elle porte. Enfin, quand on est CEO, on a entendu aujourd'hui de jeunes chercheurs brillants qui montent leur entreprise. Donc il faut savoir tout faire en fait quand on est entrepreneur. Il faut être un bon CEO, il faut être un bon commercial, il faut être un bon scientifique. Enfin, voilà quoi. Et la vision et l'ambition en fait d'un projet d'entreprise, ça se construit comment? Est-ce que c'est inné? Est-ce que ça s'acquiert? Est-ce que ça grandit? Comment ça s'est passé avec Trifrog, Jean-Luc? C'est une vaste question et donc il faudra m'arrêter parce que moi je peux parler des heures de ça. C'est un process organique, continu et qu'on doit volontairement cuire et recuire. Donc ce que je viens de dire ne veut absolument rien dire. Donc je vais être un peu plus précis.
Côté Trifrog, on voit l'entreprise et même le leadership de l'entreprise comme quelque chose qui se questionne de manière récurrente et dynamique. Parce qu'il faut s'entourer, il faut absolument s'entourer de bonnes compétences. On ne peut pas être omniscient quand l'entreprise atteint une certaine taille. C'est impossible. C'est des injonctions paradoxales. On ne peut pas être le super VRP, très fort en IP, capable de jauger les gens et de savoir qui on va embaucher, et en même temps de défendre un business plan, et puis d'aller à l'international, et puis de savoir s'il faut créer une Inc. aux États-Unis ou une Limited Liability Company. Bref, c'est impossible. Donc il faut savoir qu'on va s'entourer. La question clé, c'est quel moment, quelles compétences et comment on les choisit. Je vais vous donner 2-3 exemples chez nous. Première chose, Maxime et Kevin, ils m'ont fait une place à moi, qui n'étais pas chercheur, pour être le 3e larron qui vient à côté d'eux créer l'entreprise. C'est-à-dire qu'à l'instant T où ils vont créer l'entreprise pour laquelle ils se bagarrent depuis 4 ans, ils ont la conscience de se dire, bah tiens, on a peut-être des compétences adjacentes qui sont intéressantes dans la dynamique qu'on veut construire. Ça nécessite un sous-jacent d'humilité, de réalisme et de capacité aussi de lâcher prise. Deuxième exemple, nous, on a très vite institué l'entrée d'administrateurs indépendants. Là encore, des administrateurs indépendants, non actionnaires, non fondateurs, mais qui sont là pour venir taper dans le sac avec nous et pas nous dire qu'on est super et que tout ce qu'on fait est bien. Non, non, la question, c'est le regard critique, bienveillant, au service de l'entreprise. Pas de ses dirigeants, pas de ses actionnaires. La boussole, c'est l'intérêt social de l'entreprise. Et puis, troisième exemple, qui est encore plus clé, avec Kevin et Maxime, on s'est interrogé pendant 18 mois, 20 mois, sur le leadership projeté de l'entreprise. Est-ce que c'était eux, quand l'entreprise ferait 50 personnes, ça y est, elle en fait 70, est-ce que c'est toujours eux qui dirigent l'entreprise, opérationnellement, stratégiquement? Et on a décidé, il y a 1 an et demi, de réfléchir à l'entrée d'un CEO, qui serait le primum inter pares, le chef des champs, le chef des choses. L'idée, c'était de laisser Kevin et Max en zone d'excellence et de confier la co-construction stratégique et l'exécution opérationnelle à quelqu'un qui serait certainement beaucoup plus capable et beaucoup plus capé par rapport à la trajectoire projetée. Tout ça, on l'a fait. Donc, sur les gens, absolue nécessité bien sûr de trouver des gens pour venir à nos côtés, la notion du timing et la notion d'humilité nécessaire pour savoir que c'est comme pour notre pays, hein, l'homme providentiel n'existe pas, l'entrepreneur omniscient n'existe pas non plus. Donc il faut avoir l'humilité de le reconnaître, mais cette humilité, ce n'est pas incompatible avec l'ambition. Et c'est peut-être justement parce qu'on a beaucoup d'ambition qu'on est à la fois plus la meilleure personne pour faire le truc. Merci Jean-Luc. Et Vanessa, vous voyez plein de dossiers d'investissement passés, vous rencontrez des porteurs de projets, surtout des chercheurs, j'ai l'impression. Comment vous faites pour vous aider vous avez clairement aidé à constituer l'équipe de Corlive avec, en embauchant un CEO, Richard Porter. Ouais. Comment ça se passe? Et est-ce que la mayonnaise prend facilement? Alors ça, c'est un autre sujet, mais déjà, moi, je ne peux qu'adhérer à ce qu'a dit Jean-Luc. Je ne crois pas du tout, et on l'a vécu en France les années. Moi, j'ai rejoint, en quittant Pasteur, j'ai rejoint la BPI en 97, toute jeune, à 24 ans, pour faire du capital risque. Et c'était l'époque où on croyait en France que les chercheurs allaient devenir entrepreneurs. Si on regarde 25 ans après, après, à part André Choulika, qui est juste Superman, qui est le tapis de la biotech, c'est pas arrivé en fait. Donc, je crois très fort à ce que tu as dit, c'est-à-dire il faut mettre des équipes, il faut garder les gens dans leur zone d'excellence et pas essayer de les inventer. Ils vont apprendre de toute façon parce qu'ils vont être exposés à énormément de choses, mais pas essayer de les transformer parce que c'est quasiment impossible. Donc peut-être qu'il y en a un qui arrivera sur une génération, mais c'est beaucoup plus intelligent et performant, surtout dans un maillage comme la France qui est déjà pas extrêmement fort en termes de compétences, d'apporter des compétences complémentaires. Donc c'est vrai que nous, c'est notre approche. À aucun moment, et c'était pas de toute façon l'envie de Christophe ou Valérie de devenir entrepreneurs, mais à aucun moment on a voulu les transformer en CIO. On a voulu
les accompagner pour qu'ils restent dans leur zone très forte de compétences, apporter des compétences complémentaires. Je vais donner un exemple concret. Et puis effectivement, très vite, apporter un CIO qui était un homme du développement. Il a déjà développé, contribué à développer trois médicaments. C'était la première fois qu'il était CIO. Mais il savait ce que c'était que de prendre un projet en discovery, de l'amener en préclinique, de faire de la préclinique réglementaire, d'être le chef d'orchestre. C'est exactement ce qu'il faut. Quelqu'un qui ne va pas être là à découvrir pour la première fois tout ce qu'il faut faire, alors que les chercheurs aussi le découvrent et que nous, évidemment, on a 6 ou 7 projets. Donc à un moment, on est obligé d'être un petit peu en retrait. Mais un exemple très concret de l'apport de compétences, c'est Christophe et Valérie avaient d'emblée identifié, et on était complètement d'accord que la thérapie génique, c'était un bon projet, une bonne technologie. Les lentivirus, c'est les virus qui ont beaucoup de presse en académique, parce que c'est des outils assez faciles. Sauf que quand on passe en industriel, les lentivirus en in vivo, ça arrivera peut-être un jour. Naldini travaille très fort pour disrupter ça, mais aujourd'hui, c'est un outil d'ex vivo et pas d'in vivo, et pour des raisons de prod, de biodistribution, enfin des raisons techniques inhérentes à la technologie. Et nous, on a eu très vite des discussions en disant mais c'est pas le rôle de Corlive de disrupter ça. Le rôle de Corlive, c'est de s'inscrire dans un marché, d'être attractif, de prendre les technologies qui existent, parce que l'innovation de Corlive, elle est ailleurs. L'innovation de Corlive, elle est sur la cible. Et donc le premier impact probablement un peu technologique qu'on a eu, ça a été d'entraîner le projet en dehors des lentivirus vers les AAV. Donc c'est toute cette construction de la compétence qui est quelque chose qu'au sein de l'université, de savoir que ça ne va pas être attractif pour une biotech ou une pharma plus tard d'avoir un produit l'antivirus parce qu'ils sauront qu'ils auront beaucoup de mal à le produire, que le produit n'ira pas au bon endroit. C'est pas une information qui est très disponible en académique. Et nous, c'est ce qu'on essaye d'apporter, mais on l'apporte en apportant des compétences, parce qu'il n'y a pas une seule personne qui a l'ensemble des éléments de la chaîne de valeur. D'accord. Et donc, oui, apporter un CIO très vite, apporter un chairman, on n'a pas eu le temps sur Corlive, mais apporter des indépendants, ça fait partie de la construction et de manière internationale aussi. C'est vrai que c'est quand même très utile, non pas que les US, ça soit mieux, mais il y a des niveaux d'information, d'exposition qui sont différents. Donc c'est très important, nous on le croit en tout cas, on y croit, d'avoir tout de suite quelque chose d'assez international. Oui, d'accord. Donc il faut partager le projet. Et vous, Nicolas, ça fait 3 ans donc, que l'UOS existe. C'est quoi être CEO quand on est à la base un peu chercheur? Alors effectivement, nous, notre société est un peu moins avancée. Et donc, le chercheur de la bande est encore le CEO de la société. Moi, aujourd'hui, au jour le jour, mon travail, c'est avant tout de porter la vision. Et c'est d'essayer de guider la direction de la société. Et effectivement, je pense que je ne suis pas forcément le meilleur pour gérer tout ce qui va être engrenage, qui fait que tout ça fonctionne bien. Par contre, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être encore celui qui incarne cette vision-là. Et aujourd'hui, moi, ma tâche à 100%, c'est vraiment ça. Et donc, toute la partie développement technologique, j'ai aujourd'hui des équipes qui ont repris ces sujets-là et qui le font probablement mieux que moi. Voilà, sur tout ce qui est RH, j'ai également des gens qui font ça probablement mieux que moi. Et voilà. Vous êtes combien, Nicolas, aujourd'hui? Aujourd'hui, alors, on a commencé à recruter il y a à peine un an. Et aujourd'hui, on est une douzaine. Donc, il y a encore un an, on était 3 dans un garage. Donc voilà, c'est vraiment le début. Et donc, c'est des choses, on se remet en question tout le temps. Et effectivement, il y a encore un an, c'est moi qui gérais toute la partie technologie et je gérais tout un tas de choses. Et je pense qu'effectivement, il faut réussir à se détacher un petit peu de ces choses-là et de trouver l'endroit sur lequel on va être le mieux placé et le meilleur. Et c'est ça qu'il faut conserver. Et je pense qu'effectivement, en tant que chercheur, c'est pas forcément le poste de CEO qui va être la meilleure place dans la société.
Et nous, dans notre projet, en réalité, c'est plutôt la vision qu'on avait au démarrage et la technologie qui découle de cette vision. Et en fait, du coup, moi, c'est plutôt la vision que je porte plus que la technologie. Et aujourd'hui, notre principal travail, c'est vraiment pousser cette vision-là. Et c'est pour ça qu'encore, mon rôle de CEO aujourd'hui est valorisant. Et je pense que ça peut tout à fait évoluer, effectivement, au fur et à mesure de l'évolution de la boîte. Pour terminer sur ce point-là, sur les équipes, l'ambition, à la SAT, il y a l'incubateur Chrysalink. Et qu'est-ce que l'incubateur apporte alors aux jeunes qui arrivent et qui veulent porter leur projet d'entreprise? Finalement, c'est de comprendre un peu tous les messages qui viennent d'être passés. Et du coup, on va l'aborder en expliquant que dans une entreprise, il y a différents métiers. Et après, qu'on peut résumer de manière assez basique, il faut avoir de la vision, de l'ambition, il faut voir demain, il faut gérer. D'un point de vue opérationnel, il faut exécuter. Alors effectivement, après, il faut gérer les personnes, et il faut gérer les process et il faut vendre. Et on va décomposer comme ça de manière schématique les différents métiers qui sont au sein de l'entreprise et on va faire prendre conscience l'équipe qui est déjà présente. Alors des fois c'est que des chercheurs, des fois il y a déjà des équipes constituées et on va essayer d'identifier, c'est ce matin je crois que tu disais ça, les zones de faiblesse pour voir finalement comment on va consolider l'équipe et comment il va falloir la consolider en fonction de l'histoire qu'on va raconter. Et souvent ce qu'on propose aujourd'hui pour les porteurs, c'est de constituer un board, même si on est à 18 mois de la création, avec des experts extérieurs qui ont qui vont amener une caution aussi au projet, une reconnaissance des KOL, et on va essayer de les cibler en fonction du besoin, soit plus ou moins financier, soit plus ou moins business, soit plus ou moins réglementaire. Et on va essayer de faire ce travail-là très tôt en amont de la création. Merci beaucoup. Dernier point de notre table ronde, le plus important en fait, parce que dans la première raison de succès d'une entreprise, d'une start-up, c'est d'avoir su lever des fonds et d'avoir su gérer sa trésorerie. Et c'est aussi la première raison des échecs des start-up dans le monde. Donc, cash is king. Alors, juste pour mémoire, Jean-Luc, vous avez levé combien, Trifrog, depuis le début, à peu près? 3 levées de fonds, une 600 000, plus 7 millions, plus 64 millions. Donc, à peu près 70 millions. D'accord, 70 millions. Nicolas, environ? Nous, on a fait notre première levée cette année, on a levé 1,8 million. D'accord, c'est intéressant. Vanessa, c'est quoi les investissements moyens ou haute fourchette, bas de fourchette que vous investissez tous les ans? Nous, on investit par société une dizaine de millions. Mon Corlive est une exception. Hein. On a investi beaucoup moins, mais et on investit surtout dans le cadre d'un syndicat. Donc, on s'inscrit plutôt dans des levées de fonds qui sont entre 30 et 80 millions sur la vie d'une société. D'accord. Et Maëlys pour la SAT? Alors nous on n'investit pas, on investit en amont de la création sur effectivement cette fameuse phase de preuve de concept pour essayer de dérisquer tout ce que l'on peut dérisquer. Et ça peut aller de 60 000 euros à plus de 1 million, ce qu'on a fait avec effectivement le projet Trifrog. Mais en moyenne, c'est 200 à 500 000 euros. On va rester avec la SAT parce que dans l'ordre chronologique, je dirais, des investisseurs, la SAT aujourd'hui, c'est le premier. Après, il y a eu l'université et le CNRS qui ont fait une prématuration avant de 300 000. Quand vous travaillez avec l'incubateur Chrysalink, avec les porteurs de projets, est-ce que vous les aidez dès le départ à anticiper ce que seront leurs besoins financiers? Et est-ce que vous les aidez à construire l'ambition financière de leur future entreprise? Alors c'est quelque chose qu'on va aborder pas dans un premier temps, mais en tout cas la prise de conscience, on va faire en sorte qu'il y ait cette prise de conscience, notamment sur des projets deep tech. Et souvent, et tu prenais l'exemple effectivement de 20-25 ans depuis la loi Allègre en fait, qui a permis aux chercheurs de créer leur start-up. Et c'est vrai que souvent il peut y avoir une belle promesse au départ. Et c'est effectivement cette promesse, elle ne sera possible que si il y a des levées de fonds, et notamment sur des startups deep tech. Donc, du coup, il faut absolument que ces principes-là soient, en tout cas, connus, identifiés. Et souvent, c'est plutôt sur la dernière phase de l'accompagnement, effectivement, qu'on va aborder ces sujets-là. Mais dès le début, pour les startups, tout l'accompagnement vise une seule chose, c'est d'aller pitcher devant les meilleurs fonds
nationaux sur la thématique. Donc du coup, effectivement, on a cette ambition-là. Après, ce n'est pas forcément la mécanique du haut de bilan, mais c'est par contre, on explique effectivement qu'il va falloir aller voir des investisseurs. Et alors, on entend beaucoup en France dire qu'il n'y a pas de continuum financier, qu'au bout d'un moment, on est un peu largué en fait, sur la capacité à financer les entreprises. Vanessa, vous en pensez quoi de ça? Est-ce qu'en France, on n'a pas les moyens malgré tout ce que fait BPI-France aujourd'hui? En France, aujourd'hui, on a quand même les moyens. Il y a quand même une offre et très early et sur des offres similaires à la nôtre, il y a des moyens assez significatifs. On voit aussi beaucoup de fonds américains et européens qui investissent en France, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ou 6 ans, hein, donc ce qui est très bien, très positif. Ça crée un peu de compétition, mais pour nous, mais pour les porteurs de projets, c'est très positif. Et je les encourage à choisir dans cette idée de s'internationaliser, à choisir. C'est important d'avoir, je crois, un investisseur français quand on est français, parce qu'il y a quand même des éléments culturels, locaux qui sont importants. Donc il faut un investisseur français, mais c'est très intéressant, enrichissant d'avoir des investisseurs étrangers. Après, effectivement, quand on rentre sur des besoins capitalistiques qui sont des levées de 150 millions, 200 millions d'euros, qui sont nécessaires quand on rentre dans des fins de phase 2, phase 3, c'est vrai qu'aujourd'hui, la France ne se pourvoit pas, n'a pas de mastodonte de l'investissement. On a un des fonds européens les plus réputés, qui est Life Science Partner, qui est un fonds à Amsterdam, qui a annoncé hier un fonds qui a l'ambition d'atteindre 1,2 milliard. Le fonds Kurma, c'est 160 millions. Donc voilà, ça vous donne un peu... C'est déjà pas mal. Hein. Mais c'est déjà très bien. Et ils co-investissent sur beaucoup de nos sociétés. Donc voilà, c'est le premier très gros fonds européen. Nous, on a l'ambition aussi d'avoir un fonds gros, mais... Jetto, que vous connaissez peut-être, a un fonds important. Donc, c'est en train de se structurer, c'est en train d'arriver. Je crois qu'il faut quand même être réaliste sur le... Il y a de l'argent aujourd'hui. C'est pas l'accès à l'argent qui me paraît le plus problématique. Ouais. Mais alors vous êtes investisseur, donc c'est votre métier de tous les jours. Quel conseil vous donneriez aux jeunes, aux chercheurs qui voudraient se lancer? Quelle posture par rapport justement à ce besoin d'argent, ce financement de leur entreprise? C'est quoi les bonnes étapes, peut-être, s'il y en a? Les bonnes étapes, je crois que Maëlys les a données, c'est de s'exposer. Encore une fois, c'est pas, nous, on n'investit pas, on n'investit pas après une réunion. Hein. On ferme un dossier après une réunion, ça nous arrive. Mais la plupart des dossiers, et particulièrement les Français, pour lesquels on a quand même le goût de faire, de donner un retour pour faire grandir l'écosystème. Et je le dis ça peut paraître un peu condescendant là ma phrase, mais pas du tout. On a quand même l'envie de créer un échange parce qu'on se dit que si ce chercheur ou cet entrepreneur il n'est pas bon du premier coup, on espère bien que dans 5 ans, il aura un meilleur projet. Donc, on essaye quand même de donner un retour qualifié. Donc, on rentre dans un dialogue, on a plusieurs réunions, on essaye de mettre le point sur les faiblesses, parfois de donner, de faire des intros sur notre réseau qui pourrait justement faire grandir les projets. Donc, c'est un peu comme quand on cherche un job. Hein. On va pas refuser un entretien, même si on se dit je suis pas bien sûr que ça soit le job de mon rêve. On va quand même à l'entretien parce que ça va nous former. C'est pareil. Donc il faut s'exposer en étant bien préparé, parce que forcément, si on a un certain niveau d'intelligence et de curiosité, on va sortir plus fort et grandi. Et prendre des notes et être meilleur après. Il n'y a pas de recette miracle. Et pas se forcer dans une posture. Pour le chercheur, il y a 50 façons d'être associé à une création d'entreprise. On peut être fondateur, pas fondateur, avec une collaboration, pas de collaboration, futur CSO, futur CIO, futur CTO. Enfin, donc chacune et en face de vous, vous avez des gens qui ont quand même la volonté d'être agiles. Donc il n'y a pas de cadre fermé.
il faut exprimer ce dont vous avez envie et exprimer vos forces. Après, le travail, il se fait ensemble sur les quelques faiblesses. Oui. Merci. Nicolas, on parle de sous, vous avez levé 1,5 million. 1,8 million, ouais, c'était 1,8 million, en c'est ça, total, ouais. il y a peu de temps. Vous étiez obligé d'aller chercher de l'argent pour vous développer? Alors déjà, effectivement, par rapport au médical, donc nous, on est dans le même domaine du logiciel. Donc en fait, nos besoins en capitaux sont quand même plus faibles parce que les seuls besoins qu'on a, finalement, c'est du RH. On n'a pas besoin de matériel particulier. Enfin voilà. Donc déjà, on a moins de besoins, je pense. Ce qui fait qu'on a quand même pas mal de besoins, c'est qu'on a un go-to-market qui est relativement long, qui va probablement nous demander de faire plusieurs levées d'affilée avant de vraiment toucher notre marché. Vous avez déjà un planning Alors oui, on a déjà un planning, hein, bien évidemment, mais après, tout ça, ça bouge énormément en fonction de nos avancées et d'ailleurs aussi en fonction des retours des investisseurs. Et on commence très très tôt à construire des relations avec des investisseurs et finalement, ça permet aux investisseurs de comprendre un petit peu notre projet, comment nous on le construit et d'essayer d'établir avec eux le moment où il va falloir qu'on accélère. Finalement, c'est un travail, enfin nous on voit ça comme ça, on voit comme un travail de collaboration avec nos futurs investisseurs et on commence en amont à travailler dessus. Et après, moi, du coup, qui ai fait cette transition entre le monde de la recherche et l'entrepreneuriat, alors déjà, quand j'ai commencé au début, j'avais vraiment l'impression que gagner de l'argent avec les choses que je développais, c'était un petit peu arnaquer les gens. Et ça, c'était vraiment un ressenti de chercheur. Et alors, aller chercher des sous, c'était encore autre chose. Et puis, après quelques années, j'ai fini par comprendre que finalement, toute cette notion d'argent autour de ce que je développais, ça me permettrait de créer un projet qui est encore plus gros et qui va plus loin et qui permet de toucher beaucoup plus le monde. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis convaincu aujourd'hui que de tous ces besoins d'argent sont essentiels à la croissance de notre projet. Et puis, dernier point, quand on a commencé à chercher à lever des fonds, on a passé des mois à se prendre des tartes, ça ne marchait pas du tout. Vous avez rencontré beaucoup d'investisseurs qui vous ont dit non? Ouais, je pense qu'au début, pendant les 2-3 premiers mois, on a vu une trentaine d'investisseurs et je pense qu'on en a convaincu absolument zéro. Et je pense que sur les 30, ils ont tous fermé le dossier. Et puis, à force de rencontrer, on a construit le discours, on a essayé un petit peu aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à faire passer ce qu'on avait comme vision, parce que nous, on a une vision qui est très très grosse et on n'arrivait pas à faire comprendre à ces investisseurs quel pourrait être l'impact de ce qu'on proposait. Alors justement, est-ce que vous avez été, comme l'avait dit Maëlys, est-ce que vous avez été accompagné au départ pour cibler les investisseurs que vous êtes allés voir? Alors oui, alors pour cibler les investisseurs et également pour travailler tout ce qui était discours et comment présenter un petit peu ce qu'on faisait à des investisseurs. Et ça, c'est des choses, effectivement, le mieux, c'est encore de se faire accompagner. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de secret, hein. Il faut rencontrer des investisseurs et travailler un petit peu et comprendre finalement quelles sont les attentes des deux côtés. Puisque finalement, c'est vraiment un discours et les investisseurs ne sont pas contre nous ou avec nous. C'est vraiment, on essaie de leur faire passer un message. Le message est ce qu'on croit finalement. Et si eux aussi arrivent à croire en ce projet-là, il n'y a pas de raison qu'ils n'investissent pas. Et nous, finalement, après énormément d'essais et énormément d'échecs, on a fini par réussir à croiser certains investisseurs qui comprenaient bien ce qu'on apportait, parce qu'ils étaient déjà dans le domaine précédemment, par exemple, et qui du coup ont su nous dire, mais là, vous devriez dire ça plutôt. Et en fait, à force de rencontrer des gens comme ça, on a rebondi, on a fini par avoir une proposition de valeur et un discours qui était compréhensible par les investisseurs. Et finalement, ça s'est très bien passé par la suite. Mais il y a vraiment un travail à faire pour réussir à expliciter un discours de chercheur en quelque chose qui va tourner vers du business. Et je pense que c'est aussi lié à une maturité et à justement ne plus avoir peur d'avoir de l'argent en tant que chercheur. Et vous avez mis combien de temps alors pour lever les sous, les 1 million? Alors, pour lever des sous, on a mis, je pense, entre 1 an et 1 an et demi. Claque comprise. Comment? Claque comprise. Claque comprise. Et je pense qu'on est tombé au mauvais moment, parce qu'on est tombé pile poil au début du Covid. Ah oui. Ça ne nous a pas trop aidé. Mais oui, ça prend énormément de temps. Et bien évidemment, ça a pris 3 fois le temps qu'on avait prévu. Bon. Alors peut-être que hors Covid, ça nous aurait pris 2 fois plus de temps, mais ça prend toujours un petit peu plus de temps. Et je pense principalement les premières fois.
où en fait, les premières fois, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à comprendre pour aller voir des investisseurs. Et il ne faut pas avoir peur d'aller voir des investisseurs. C'est pas parce que ça se passe pas bien la première fois qu'on va pouvoir retourner les voir. Et au contraire, c'est même plutôt valorisant, puisque je pense encore une fois que ce qui est très important pour les investisseurs, c'est de voir l'évolution de l'entreprise. Et ils ne vont pas dire oui au premier rendez-vous. Ça n'existe pas. C'est toujours une relation qui se construit et ils ont besoin de voir une évolution et une croissance dans la société pour vraiment croire au projet ou pas. Oui, on a bien compris. J'interromps parce que ça, c'est très vrai. Nous, on est dans un métier où, en R&D, je le dis, je vais me dire un gros mot, les merdes volent en escadrille. Je veux dire, en R&D, tous les 2 mois, on a un truc qui nous tombe, un singe qui est mort. Bon, donc, ce qu'on va juger, c'est pas tant est-ce que évidemment, on va faire toutes les étapes qu'on a bien décrites au début et cocher toutes les cases. Mais on va aussi se construire notre conviction sur est-ce que cette équipe, elle va avoir les reins solides pour gérer tous ces problèmes, y compris ceux dont elle n'a même pas idée. Donc on va juger la capacité d'écoute, la capacité de revenir 2 mois après en ayant adressé une question qu'on avait glissée comme ça entre deux commentaires. Parce que c'est au final, c'est 50% du succès. Et là, j'exagère pas. Parce qu'on ne peut pas prévoir même en mettant toutes les compétences, c'est de la mitigation de risques, mais on ne peut pas tout prévoir en fait. Bon, pour terminer ce point sur le financement, alors là on passe à la grosse artillerie. Comment on passe d'un projet de 2 chercheurs à un jour faire une série B de 64 millions d'euros qui est, en tout cas si je parle des SAT, c'est une levée record pour une société accompagnée par les SAT depuis 2012. Ça paraît énorme. Plusieurs choses. D'abord, ça peut sembler bizarre, mais notre tour B, on en parlait alors que la société n'était pas encore créée. Alors, ce n'est pas un manque d'humilité, mais on essayait avec Max et Kevin de parler du continuum de financement pour justement bien séquencer les choses et à quel moment viendrait quel tour de financement pour financer quoi. Et le continuum de financement est quelque chose qui nous a aidés. Alors à l'époque, le tour B faisait 30 à 40 millions et pas 64, mais on avait quand même ce qu'on appelait nous notre métaplan des faits, du montant et des dates. Ensuite, un élément très important, et je pense qu'il est très important pour tout le monde, c'est que on est toujours en mode exécution. C'est-à-dire comment on délivre le plan. Comment on ne met pas de la poussière sous le tapis quand on n'arrive pas à délivrer. Comment on se sort de situations où il faut trouver des problèmes. Et puis, nous, notre levée de fonds, elle a commencé le 3 décembre et elle s'est terminée le 29 juillet 2021, donc un peu plus de 7 mois, en mode Covid, où on ne peut pas se rencontrer en face-face, y compris avec des investisseurs américains. C'est vraiment complexe. Je crois que ce qui fait la différence, c'est qu'on a eu avant cette phase de 7 mois, 3 mois, désolé pour l'anglicisme, de warm-up, c'est-à-dire le business plan, ce qu'on appelle nous le 2021-2026, n'était pas encore sorti vraiment raffiné avec l'équipe et avec notre nouveau CEO, qu'on allait déjà frotter cette espèce de pré-esquisse. On a rencontré Vanessa, histoire de frotter. On a rencontré d'autres investisseurs et c'était très important. Et ça nous a permis, le 3 décembre, de démarrer. On avait une feuille de route, un budget, des cibles principales, des cibles secondaires. Et puis après, comme dirait mon associé Kevin, on ne sait pas tout. Et c'est sur la route qu'on va le découvrir. Donc, comment on fait ? Je crois que déjà, on est solide sur ses convictions, mais on est capable de voir la vérité sur ce qu'on a délivré et ce qu'on n'a pas délivré. On doit se servir de ces actionnaires historiques comme d'un levier, pas seulement d'un levier de réinvestissement, mais un levier aussi de crédibilisation, de pouvoir réaliser le futur par la preuve de ce qu'on a fait dans le passé. Ensuite, il faut s'accrocher. Il faut bien comprendre aussi le monde des investisseurs. Un investisseur, ça va être un super sparring partner, et il faut le prendre comme ça. Mais c'est quelque part aussi un client
à qui vous allez vendre une histoire, et cette histoire, elle doit être en cohérence par rapport à sa propre stratégie personnelle et son propre positionnement. Il ne faut pas avoir de problématique, il doit générer un retour financier. Ce retour financier, il doit aussi lui permettre d'avoir une position de marché, avec lui-même une unicité, un caractère d'innovateur. Bref, vous avez là des clients et vous avez un acte de vente qui est un peu particulier parce que vous vendez votre corporate et vous vendez une partie de votre trajectoire. Maintenant, il ne faut pas se perdre. Nous, le credo qu'on a toujours pris, c'est qu'on doit se taper dans la main avec des investisseurs avec qui on a une confiance a priori qui est très forte, avec qui on n'aura pas peur de s'engueuler quand les choses tourneront mal, si à un moment ça tournera mal, parce qu'aucune route n'est droite. Et puis après, on doit avoir des investisseurs chez qui on sent une espèce de confiance a priori et un lâcher-prise que d'ailleurs on va leur donner nous-mêmes. Donc vous voyez, c'est une alchimie très fine. Et puis à la fin, je pense qu'il faut aussi un peu de chance. Et il faut aussi un peu de chance et tomber au bon moment dans des bons courants ascendants. Et c'est la somme de tout ça qui va déterminer le chiffre, l'identité des investisseurs et la trajectoire finale. Merci Jean-Luc. Il y avait un sportif célèbre qui disait « C'est marrant, plus je travaille, plus j'ai de la chance ». Donc je crois que ça s'applique à Trifrog très très bien. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on on est dans les temps. Il me semble, je ne sais pas où est la maîtresse Rana qui a organisé. On a peut-être le temps de prendre des questions s'il y en a dans l'Assemblée ou en ligne, à ceux qui sont à distance. S'il n'y en a pas, on va passer à la suite du programme. Je vous remercie beaucoup pour vos témoignages, pour cette table ronde. Et on passe, je crois, à la conclusion de la journée bientôt. Laurent, à toi.